En voyant le titre de cette vidéo, vous vous êtes peut-être dit, mais est-ce que ça a un sens déjà de prétendre pouvoir finir la physique? Eh bien c'est ce que pensait Lord Kelvin en 1900 à Londres. Aujourd'hui, les physiciens comprennent la quasi-totalité du monde qui nous entoure. Certes, il reste bien quelques petits nuages qui flottent dans le grand ciel bleu de la physique. Le problème de l'éther est celui du rayonnement du corps noir, mais à n'en pas douter, ils seront rapidement dispersés. Ironie du sort, ces deux petits nuages y mèneront d'un côté à la relativité restreinte et générale d'Einstein, et de l'autre à la physique quantique, qui ont toutes les deux révolutionné la physique. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un physicien qui travaille pas sur un sujet qui soit un tant soit peu relié à une de ces deux théories. Mais ce rêve de finir la physique, il n'a pas disparu. Au contraire, c'est toujours le graal de la physique de justement finir la physique, d'avoir tout compris. Et cette vidéo, elle parle de ça, de notre plan pour finir la physique. Est-ce que vous saviez qu'on est capable de décrire absolument tous les phénomènes physiques qu'on n'a jamais observés avec seulement 4 forces et 17 particules? Alors il y a des trucs qu'on sait pas encore expliquer comme la matière noire, mais tout ce qu'on peut expliquer, on l'explique à l'aide de ça. Tout sur Terre, votre corps, vos cellules, le fin fond de l'espace ou une étoile, c'est composé de ces 17 particules. Vous connaissez peut-être le tableau périodique des éléments de Mendeleïev, eh bien oubliez-le, parce que si on zoome, en fait, on obtient un nouveau tableau, et c'est ces 17 particules. Alors en vrai, sur ces 17 particules, il n'y en a que 13 qui font vraiment partie de ce que nous on appellerait la matière, mais on y reviendra. Et il y a seulement 4 forces qui régissent l'interaction de ces particules entre elles. Que ça soit la Lune qui tourne autour de la Terre, une pomme qui tombe par terre ou deux aimants qui se repoussent, à la fin tout ça, c'est seulement ces 4 forces. Et là on voit déjà apparaître un truc, c'est que les physiciens ils aiment pas du tout les trucs compliqués, ils aiment les trucs simples. Quand avec le moindre règle possible, je peux tout expliquer. Alors la première force, vous la connaissez forcément, c'est la gravité. Vous connaissez aussi sûrement la force électromagnétique, mais elle se cache parfois à des endroits qu'on soupçonne pas. Parce que par exemple, si on traverse pas une chaise en s'asseyant dessus, c'est grâce à la force électromagnétique. En fait, les électrons de votre corps repoussent ceux de la chaise et donc vous tenez. Et enfin, on a deux forces moins connues, l'interaction faible et l'interaction forte. Alors on va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros c'est ce qui permet la cohésion des noyaux des atomes. Bah oui, parce que les noyaux, c'est des protons ensemble qui sont chargés positivement. Donc s'il y a rien qui s'oppose à ça, ça devrait exploser. Et donc voilà, ça c'est nos 4 forces. Et on a une théorie qui permet de décrire ces 17 particules, ainsi que l'interaction faible, l'interaction forte, la force électromagnétique et la pas la gravité en fait. Bon, on sait que depuis Einstein, la gravité c'est un peu bizarre, ça peut déformer l'espace-temps, ça peut contracter les longueurs, ça peut dilater le temps, mais concrètement là aujourd'hui, si on a une situation où à la fois la gravité est forte et une des autres forces est aussi forte, on n'a aucun moyen de décrire ce qui va se passer. On n'a aucune équation pour formuler ça correctement. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de savoir ce qui se passe exactement à l'intérieur d'un trou noir, ou qu'on est incapable de dire ce qui s'est vraiment passé au moment du Big Bang. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que la gravité, on peut pas la faire rentrer dans notre modèle? Pour comprendre ça, il faut aller voir Dirac, un physicien britannique du XXe siècle. Dirac, en 1927, il a dit à tout le monde « Bon les gars, la physique classique, c'est fini, la pomme qui tombe de Newton, voilà. La physique quantique, ça marche beaucoup mieux. Mais jetez pas tout de suite vos théories classiques à la poubelle, parce que j'ai une recette pour quantifier vos théories, donc pour prendre une théorie classique et la rendre compatible avec la physique quantique. Et c'est vraiment une recette de cuisine quasiment, tu suis les instructions et à la fin, si t'as tout bien fait, t'as une théorie quantique. Et ça marche pour nos 3 forces, la force électromagnétique, l'interaction faible et l'interaction forte. Mais pas avec la gravité. Alors faut dire qu'il y a un petit problème avec la recette, c'est qu'à un moment tu tombes sur un infini. Donc littéralement, tu fais ton calcul en espérant trouver une valeur finie et tu trouves plus l'infini. Mais Richard Feynman, qui est un autre très très grand physicien star du XXe siècle, a dit « pas d'inquiétude, on va renormaliser », ce qui est un terme chic pour dire qu'on va un peu cacher le problème sous le tapis, on va enlever l'infini et continuer le calcul. Et cet infini, on peut l'enlever parce que si par exemple on est en train de calculer la charge de l'électron, on sait que c'est pas infini, on sait que ça a une certaine valeur qu'on a déjà mesurée, donc on remplace l'infini par cette valeur et on continue le calcul.
Alors j'admets que ça peut paraître un peu stupide comme méthode et comme solution au problème, mais ça marche trop bien en fait. Ça a donné la théorie physique la plus précise que l'homme ait jamais faite, le modèle standard. On a réussi avec ça à prédire des valeurs dans des expériences jusqu'au 10e chiffre après la virgule. Genre, est-ce que vous vous rendez compte de la précision? Et le problème, c'est que cette solution de Feynman de renormaliser, d'enlever l'infini, ça marche pour les trois forces, mais ça marche pas pour la gravité. La gravité, quand on essaye de lui enlever les infinis, ça redonne des infinis. En fait, elle donne des infinis à l'infini et donc on est bloqué. Et le problème, c'est que personne n'a de recette de cuisine alternative pour rendre la gravité quantique comme les trois autres forces. Et donc aujourd'hui, en physique, on a d'un côté le modèle standard, avec les trois forces qui sont compatibles avec la physique quantique, et de l'autre la gravité. On peut appliquer soit l'une, soit l'autre en fonction du problème qui nous intéresse, mais si on a un problème où les deux doivent être pris en compte, et bah on est bloqué. Mais bon, c'est pas grave, les physiciens se disent qu'à défaut de pouvoir appliquer la technique de Dirac et Feynman, maintenant au moins on a un plan qui permettrait de finir la physique. Voilà le plan. D'abord, on quantifie la gravité, ça nous donne la gravitation quantique. Bon, personne n'y arrive pour l'instant, mais on va bien finir par y arriver. Ensuite, le modèle standard, ça marche très bien, mais ça serait encore mieux si on unifiait les trois forces, la force d'interaction faible, forte et la force électromagnétique. Alors pourquoi on voudrait avoir une force plutôt que trois? Bon, j'ai envie de vous dire parce que déjà c'est plus joli. Mais d'un point de vue historique, la physique, elle a aussi beaucoup progressé à chaque fois qu'on a unifié des phénomènes. Genre Newton qui nous dit qu'en fait une pomme qui tombe et la lune qui tourne autour de la Terre c'est la même chose, c'est la même force, ça a rien d'évident, mais quand on l'a découvert, ça a énormément fait avancer l'humanité. Et pareil, quand Maxwell il a découvert que l'électricité et le magnétisme c'était en réalité les deux côtés d'une même pièce et qu'il a unifié tout ça, c'était une des plus grandes avancées scientifiques. Alors en réalité, il y a aussi des raisons mathématiques qui nous font penser que ces trois forces devraient être en fait la même chose, mais on va pas rentrer là-dedans. Si on unifiait ces trois forces, ça nous donnerait ce que les gens ont appelé la théorie de la grande unification. Et ensuite, il n'y a plus qu'à unifier les deux pour avoir la théorie du tout. Alors le nom peut paraître exagéré, mais c'est exactement ce que ça veut dire, ça serait une théorie qui décrirait tout. On pourrait tout prédire, tout savoir, on aurait fini la physique. Alors attention, ça veut pas dire qu'on comprendrait absolument tout, genre je sais pas la conscience ou le fonctionnement du cerveau, mais qu'a priori tout serait là pour le comprendre. Alors soyons clairs tout de suite, on n'arrive à faire aucune des étapes du plan. Donc les physiciens se sont dit, bon, si on commençait par la fin en fait, on trouve directement la théorie du tout et comme ça on n'a plus qu'à remonter les flèches pour trouver les étapes manquantes. Et un des candidats pour la théorie du tout, c'est la théorie des cordes. La théorie des cordes a atteint une certaine renommée hors de la sphère des physiciens sans qu'on sache trop pourquoi, c'est peut-être Big Bang Theory. En tout cas, c'est de là que vient le nom de ma chaîne. Parce qu'en anglais, théorie des cordes, ça se dit string theory, et donc string, stream, vous avez compris le jeu de mots. Donc voilà, le nom de ma chaîne, c'est une private joke de physicien que personne ne comprend, mais maintenant vous comprenez aussi. Alors la théorie des cordes, vous devez vous dire que bon, le nom est bizarre, mais ça doit décrire une théorie qui utilise des objets mathématiques hyper complexes qui dépassent notre compréhension. Mais non, c'est vraiment, on parle de cordes, quoi. Est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous ai dit que vous pouviez oublier le tableau de Mendeleïev parce que maintenant on a un nouveau tableau avec 17 particules? Et bah d'après la théorie des cordes, vous pouvez aussi oublier ça parce que maintenant en fait, toutes les particules, si on zoome, c'est des petites cordes. Alors pour affirmer un truc comme ça sans aucune preuve expérimentale, on se dit que ça a l'air un peu douteux, mais il faut avancer un peu pour comprendre pourquoi les physiciens étaient vraiment excités par la théorie des cordes dans les années 80. D'abord, on comprend pas trop pourquoi là tout d'un coup on parle de cordes, mais en fait c'est l'étape suivante qui est la plus logique. On a essayé d'appliquer la recette de la quantification de Dirac et Feynman à des particules, qui sont des objets ponctuels, donc en 0 dimension. Et donc si juste on augmente la dimension, on passe à un objet en 1D, une ligne, ou autrement dit, une corde. Et en plus, un truc que je trouve hyper joli, c'est qu'il n'y a pas 17 cordes pour chacune des 17 particules. En fait, il n'y a qu'une corde, et les différentes particules correspondent aux différentes vibrations de cette corde. Par exemple, une particule, ça serait une corde qui vibre comme ça, et une autre particule, ça serait une corde qui vibre comme ça. Donc oui, vous comprenez bien, selon la théorie des cordes, ce qu'on prend pour des particules différentes, c'est en fait la même corde, mais qui vibre de manière différente. Donc les particules, c'est un phénomène émergent de la vibration des cordes. Je trouve cette idée incroyable. Et ces cordes, on les verrait pas parce qu'elles sont toutes petites. 10 puissance moins 35 mètres, donc c'est 0,0035 fois comme ça, puis un 1.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça change à mon histoire de gravitation? Parce que c'était quand même ça le problème de base. Donc vous vous rappelez que le problème, c'est quand on essayait de rendre la gravitation quantique et qu'on déroulait le calcul, on tombait sur des infinis, à l'infini. Mais alors pourquoi ça changerait avec une corde? Un moyen pas très rigoureux de se donner un peu une intuition, c'est que là où pour ma particule l'infini était vraiment concentré sur le point ponctuel qu'est la particule, là pour une corde il va un peu s'étaler dans toute la dimension de la corde. Donc on a un peu étalé comme ça notre infini le long de la corde et grâce à ça on n'a plus des infinis à l'infini. Après pour vraiment comprendre pourquoi, faut faire le calcul quoi, et voir qu'effectivement on arrive à le dérouler. Donc c'est parfait, on a résolu le problème de la gravitation quantique, c'est bon, on a fini la physique. Mais évidemment, il n'y a rien de gratuit. Si la théorie des cordes, elle résout le problème de la gravitation quantique, elle en crée d'autres en même temps. Alors le premier problème, qui est souvent avancé par les détracteurs de la théorie des cordes, c'est qu'elle est en 26 dimensions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, vous, moi, on vit en 3 dimensions. Notre espace, il est en 3D. Bon, en vrai, il y a une 4e dimension qui est le temps, et donc on vit en 4 dimensions. Et ce que dit la théorie des cordes, c'est qu'il y a en fait 22 dimensions d'espace supplémentaires. Alors vous allez me dire, c'est complètement absurde, on le saurait si on vivait en 26 dimensions, eh bien les physiciens vont vous dire que non, pas forcément. L'idée, c'est que ces dimensions, elles peuvent être toutes petites, et donc en fait, on vivrait en 26 dimensions, mais on s'en rendrait pas compte. L'exemple qu'on donne tout le temps et qui marche très bien, c'est celui du cylindre. Si vous prenez un cylindre, il est en 2 dimensions. Il y a une dimension qui est le cercle, et il y a une dimension qui est la longueur du cylindre. Mais si je dézoome beaucoup, en fait, je vois plus qu'un fil, donc une ligne en une dimension. Et vous voyez que l'autre dimension, qui était le cercle du cylindre, je la vois plus. Et donc les physiciens disent que c'est pour ça qu'on pourrait vivre dans un monde qui a 25 dimensions d'espace, mais qu'on s'en rendrait pas compte. Voilà, donc en fait le truc des dimensions, c'est vraiment pas le truc qui inquiète le plus les physiciens. Vous vous souvenez, on a dit qu'avec la théorie des cordes, chaque particule est en fait une petite corde qui vibre. Et le deuxième problème que rencontre la théorie des cordes, c'est qu'il manque la moitié des particules en fait. C'est-à-dire qu'on ne retrouve pas toutes les particules qu'on connaît avec la théorie des cordes. Alors pour pouvoir aller plus loin, on va ouvrir une petite parenthèse. Prenons d'un côté un électron. C'est une particule qui a une masse, qui a une charge électrique et qui est souvent située autour du noyau d'un atome. De l'autre côté, prenons un photon. C'est les petites particules qui composent la lumière. Ça n'a pas de masse et ça se déplace donc à la vitesse de la lumière. Bon, on sent bien qu'on a affaire à deux particules radicalement différentes. Et bien justement, il y a deux catégories de particules. L'électron, il fait partie de ce qu'on pourrait appeler la matière, c'est ce qui compose tous les objets. Et le photon, c'est une particule qu'on pourrait appeler un vecteur de force. Vecteur de force, ça veut dire exactement ce que vous pensez que ça veut dire, c'est des particules qui permettent de transmettre les 4 forces dont on a parlé au début. On parle aussi parfois de particules d'interaction. Donc par exemple, le photon, c'est le vecteur de force de la force électromagnétique. Donc en fait, quand deux aimants sont en train de se repousser, ils sont en fait en train d'échanger des photons. Pour emprunter une image qu'avait donnée Étienne Klein, imaginez deux barques avec deux personnes dedans. Les barques se rapprochent, mais les personnes ont un ballon de foot et se l'envoient l'un l'autre. Vu que quand elles tirent, il y a une force qui s'exerce sur la barque dans le sens opposé, les deux barques vont finir par s'éloigner. Et le ballon, on peut imaginer que c'est le photon qui fait que les deux barques se repoussent l'une l'autre. Donc, parenthèse refermée, ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a deux types de particules. Les particules de matière qui composent tous les objets qu'on connaît et les particules vecteurs de force comme les photons qui jouent l'intermédiaire dans les interactions entre particules de matière. Mais selon la théorie des cordes, si les particules vecteurs de force existent bien, les particules de matière, elles, n'existent pas. Alors ça, c'est un très gros problème. Tu peux pas être crédible avec une théorie si elle prédit juste qu'il n'y a pas de matière. Alors vous pensez peut-être que la liste des problèmes est finie, mais en fait, il y a un problème encore plus gros. C'est aussi que la théorie des cordes prévoit l'existence de particules qui iraient plus vite que la lumière, les tachyons. Alors ça, on aime encore moins. Parce que la théorie d'Einstein dit que rien peut aller plus vite que la lumière, et elle marche très bien. Mais mieux que marcher bien, elle structure aussi toute la physique. Si on découvrait des particules qui vont plus vite que la lumière, tout un pan de la physique théorique s'effondrerait. Donc en vrai, on aimerait bien avoir une théorie qui ne prédit pas qu'il y a des particules qui vont plus vite que la lumière sans qu'on en ait au moins observé expérimentalement. Donc ça, c'était la première vague de la théorie des cordes. Beaucoup d'espoir, comme on l'a vu, parce qu'on a réussi à intégrer la gravité et la physique quantique dans un modèle cohérent, mais aussi beaucoup de problèmes, comme on l'a vu.
Mais ça marchait tellement bien, juste le truc s'est effondré à 2 mètres de la ligne d'arrivée, on a envie de lui mettre des pansements et de le pousser un peu pour qu'il arrive au bout. Et le pansement, ça va être de dire que, bon ok, il nous manque la moitié des particules, mais c'est pas grave, voilà ce qu'on va faire. On va dire qu'à chaque particule vecteur de force, il correspond une particule de matière, et réciproquement, à chaque particule de matière qu'on connaît, il correspond une particule vecteur de force. Donc là, on a vraiment l'impression que, bon, il nous manque la moitié des particules, mais c'est pas grave, on va forcer pour les faire rentrer dans le modèle et on va voir ce qui va se passer. Mais en fait, c'est pas si arbitraire que ça. Déjà, ce qu'on est en train de faire là, c'est en fait d'introduire une symétrie entre les forces et la matière. Dire qu'à chaque particule vecteur de force qui joue l'intermédiaire dans une interaction, il correspond une particule de matière et réciproquement. Et en physique, les symétries, on aime vraiment ça. C'est un truc assez fondamental dans la physique aujourd'hui. Et cette symétrie particulière, on l'appelle la supersymétrie, et ça a été montré mathématiquement que c'est la seule symétrie qu'on peut rajouter à notre modèle pour que ça reste cohérent mathématiquement. Mais là, on est très content, c'est que ce petit tour de passe-passe, ça permet d'enlever le tachyon, cette particule qui allait plus vite que la vitesse de la lumière. Et enfin, avec la supersymétrie, on n'est plus en 26 dimensions, mais seulement en 10 dimensions, donc on s'est quand même rapproché du monde qu'on connaît. Parce que oui, même si on dit que c'est pas grave et qu'il y a des dimensions cachées, en vrai, moins il y en a, plus on est content quand même, hein. Alors c'est compliqué d'expliquer pourquoi la supersymétrie marche si bien et pourquoi elle nous fait passer de 26 dimensions à 10 dimensions et pourquoi elle enlève le tachyon, sans rentrer dans les détails mathématiques, donc vous allez devoir me faire confiance. Mais le défaut de la supersymétrie, c'est que ça a rajouté des particules hypothétiques qu'on n'a jamais observées. Par exemple, le photon, qui est une particule vecteur de force, il lui correspond une particule de matière. Mais c'est pas une des particules de matière qu'on connaît déjà, c'est une particule de matière qui a d'autres propriétés et qu'on n'a jamais observées. On l'appelle le photonino, on rajoute ino à la fin. Donc par exemple pour le boson de Higgs, si vous en avez déjà entendu parler, on parle de Higgsino. Et dans l'autre sens, ça rajoute aussi des particules qu'on n'a jamais observées. Par exemple, la particule supersymétrique de l'électron, c'est le sélectron. On rajoute un S devant, bon c'est plus moche que rajouter ino à la fin qui est assez mignon. Et cette nouvelle théorie, du coup, où on a pris la théorie des cordes et on lui a ajouté la supersymétrie, on appelle ça la théorie des supercordes. Et cette théorie des supercordes, elle était vraiment jugée dans les années 80-90 comme un des espoirs les plus prometteurs pour résoudre la gravité quantique. On a appelé ça la révolution des supercordes. Et alors, petite subtilité, en vrai, il n'y a pas une théorie des supercordes, mais il y en a 5. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a montré que ces 5 théories en 10 dimensions, elles étaient toutes la limite d'une même théorie, mais en 11 dimensions. Un peu comme un cylindre qu'on verrait en 2 dimensions, soit comme un cercle, soit comme un rectangle. En fait, on est en train de regarder le même objet, mais à une dimension supérieure. On croit regarder des trucs différents, mais on regarde le même truc juste sous différents angles. Et cette théorie en 11 dimensions, on sait quasiment rien d'elle, parce que mathématiquement, c'est hyper compliqué. Mais ce que je trouve joli, c'est que le chercheur qui l'a découverte l'a appelée la théorie M, pour que les générations futures complètent le nom et que le véritable sens s'impose une fois que la théorie sera formulée. Donc vraiment, il a laissé une quête pour les générations futures. Alors la question que tout le monde se pose, c'est on a beaucoup parlé de théories hypothétiques, mathématiques, mais est-ce qu'il y a un peu du concret? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a pu vérifier expérimentalement? Parce que ce qu'on aimerait bien avec une nouvelle théorie, c'est que globalement on retrouve la même chose que les théories d'avant, parce que quand même elles marchaient bien, mais qu'il y ait des petites différences qu'on puisse observer expérimentalement. Et ça permet de confirmer ou d'infirmer la théorie. Mais en théorie des cordes, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait il n'y a pas qu'une théorie, il y en a plein. Vous pouvez un peu imaginer un plan avec des bulles par-ci par-là qui représentent des solutions mathématiques possibles à la théorie des cordes. Il y a des solutions qui ne représentent pas du tout notre univers, donc celles-là on peut les évacuer, et il y a des solutions qui correspondent beaucoup mieux à notre univers. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une qui correspond à notre univers, il y en a plein, et c'est pas des milliers ou même des milliards, mais c'est des nombres tellement grands qu'on a du mal à le compter même. On parle souvent de 10 puissance 100, mais ça dépend un peu comment on compte, mais c'est pour donner un ordre de grandeur, c'est un nombre absurde. Et le problème, c'est que chacune de ces solutions différentes présente une physique différente. C'est-à-dire qu'on va pas prédire les mêmes choses physiquement en fonction de la solution qu'on a choisie.
Et ça, c'est fondamentalement lié au fait que la théorie des cordes, elle soit en 10 dimensions, mais que nous, on ressente le monde que en 4 dimensions. Il y a un peu plein de moyens de réduire la dimension de 10 à 4 qui font qu'il y a plein de solutions possibles. Et ça, c'est la plus grosse critique qui est faite à la théorie des cordes. Elle peut pas vraiment être mise en défaut. Si demain on fait une découverte incroyable, eh ben on pourra toujours trouver une solution dans l'espace des solutions de la théorie des cordes qui expliquera ce qu'on a observé. En somme, est-ce qu'une théorie qui peut prédire tout et n'importe quoi est vraiment une théorie ? Finalement, est-ce qu'il n'y a pas tellement de solutions qu'en fait ma théorie, elle sert à rien ? Donc ça, c'est des arguments qu'on fait que c'est devenu un peu à la mode aujourd'hui de critiquer la théorie des cordes, mais il faut faire attention. Parce que même s'il y a énormément de solutions possibles, ce qui est propre à la théorie des cordes, le fait qu'on puisse pas discriminer entre ces solutions par rapport au vrai monde, c'est pas vraiment une propriété de la théorie des cordes, mais plutôt du fait qu'on essaye de faire une théorie de la gravité quantique. Et la gravité quantique, par nature, c'est très dur à observer expérimentalement. Il faut des conditions expérimentales un peu extrêmes qu'on n'arrive pas à atteindre aujourd'hui. Donc la faute ne revient pas vraiment à la théorie des cordes, mais plus à nos capacités expérimentales aujourd'hui. Mais il y a quand même un truc qu'on pourrait vérifier. Vous vous souvenez, j'ai dit qu'avec la supersymétrie, on a supposé qu'il y avait 2 fois plus de particules que ce qu'on a observé expérimentalement aujourd'hui. Et si ces particules, on les observait, ça serait ouf. Ça voudrait dire que la supersymétrie, elle est réelle. Ça serait un pas énorme vers la confirmation de la théorie des cordes et ça serait une vraie révolution dans la physique. Alors pour détecter des particules, on a besoin d'un tube de 27 km de long, un accélérateur de particules qui accélère les particules quasiment à la vitesse de la lumière. Les particules accélérées ensuite se rendent dedans et créent d'autres particules qui sont peut-être celles qu'on cherche. Donc je fais monter la sauce, mais malheureusement non, on n'a jamais détecté de particules supersymétriques. Donc c'est un peu une crise en fait, parce que l'accélérateur de particules, le LHC, il a quasiment été construit pour ça avec le boson de Higgs. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune trace de particules supersymétriques qui a été détectée. Le succès de la théorie des cordes, il est surtout mathématique. C'est une des seules théories cohérentes qu'on a qui propose une solution à la gravité quantique. Avec la gravité quantique à boucle, c'est les 2 espoirs qu'on a pour avoir une théorie qui unifie la gravité et la physique quantique. Alors, est-ce que c'est juste qu'on n'a pas construit des accélérateurs de particules assez grands pour observer les particules supersymétriques ? Ou peut-être juste qu'elles n'existent pas et que la théorie des cordes, c'est pas la bonne théorie en fait ? Eh bien, personne ne sait. Peut-être qu'on n'est pas du tout près de finir la physique en fait.